Je me bats pas contre moi, je me bats pour moi. Pour aller chercher le sens profond de ma vie. Et à la première place de cette catégorie wellness, le numéro 18, Motta Juliana. Winner, well-deserved, Juliana Motta. She did it. Mon parcours comme athlète, il a commencé au Brésil. C'est-à-dire que ma première compétition, j'ai faite au Brésil en 2015, quelques mois avant de venir en Europe. J'ai été repérée par un coach, on a commencé à travailler ensemble. À l'époque, j'avais beaucoup moins de recours et de support que les autres athlètes qui allaient tomber contre moi. J'ai quand même réussi à remporter la compétition. C'était une compétition assez importante, c'était toute une région. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment du talent. Je reviens sur la scène en 2017, où j'ai fini championne de France, la première dans ma catégorie qui s'appelle Wellness. C'est physique qui est commun au Brésil, c'est-à-dire une femme qui a le bas du corps bien développé. À l'époque, en France, ça n'existait absolument pas. La catégorie Wellness, c'est axé sur le bas du corps. Il faut un surdéveloppement des jambes, quadriceps, ischio-jambier, des fessiers, des mollets également, et bien sûr la taille fine, pour avoir une silhouette en sablier, mais avec un bas supérieur. Juliana, elle rentre complètement dans les critères, en tout cas là-dedans. Et c'est vrai que ça a été un gros phénomène où toutes les femmes ont voulu passer wellness, et ce qui n'est forcément pas donné à tout le monde, quoi. J'ai une génétique vraiment assez incroyable pour faire ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller beaucoup moins loin dans certaines prises de risque que la plupart. Et j'ai quand même des résultats incroyables. Au Brésil, c'est pas être mince, 1m80, non, c'est ces corps-là. Après, c'est aussi inscrit dans notre génétique. On est constitué de plusieurs ethnies et ça a fait qu'aujourd'hui, on a cette génétique qui est assez privilégiée. C'est presque une malédiction parce que si tu n'exploites pas, tu sens comme si tu gâchais quelque chose. Le mousqueton. Ah ouais, d'accord, c'est le gros. Ouais, comme ça, moi, tu fais le... Ah d'accord, top. Et voilà. Merci beaucoup. Bah, là, je suis déjà à 120. Ça fait 2 fois mon poids. Normalement, je peux monter jusqu'à 160. Mais aujourd'hui, vu mon dos, je ne vais pas trop forcer. Donc, je pense que je m'arrêterai à 120. Au pire, 130. Ça va ? Ça va, ça va.
Le but, c'est de faire toutes les plaques en gardant un mouvement propre, bien évidemment. Il ne faut pas faire n'importe comment, juste en soulevant de poids, parce qu'on n'est pas de powerlifter. On est des bodybuilders. J'ai travaillé ici. J'étais là tous les jours à l'accueil et tout. Et c'est cool parce que les adhérents, c'est toujours les mêmes, tu vois, l'ambiance, c'est super bien. Ça va? Content de te voir. Eh ben oui, je suis là de temps en temps. Regarde-moi ça. Moi, j'aime bien m'entraîner dans des salles comme ça. Ça va, José? Ça va, merci. Ouais, c'est moi. C'était la compétition que je suis devenue professionnelle en 2021. Je suis l'une des égéries de ma catégorie dans le monde. J'ai un peu démocratisé un physique qui n'existait en France. Oh my God. Your legs are crazy. Yeah. How do you train them? J'ai commencé tout un mouvement. Quand on parle de bodybuilding et de fitness, les filles, elles voulaient vraiment ressembler à moi. Et ça, c'était quelque chose quand même. Il y a eu un gros phénomène à se développer pour les filles, surtout en wellness, etc. Après, le pratiquer en compétition comme Juliana, c'est encore différent. Oh, Juliana Morta, Robert. She's the favorite. She is fantastic, the overall look. Probably fan favorite. Juju is here in Florida, in Tampa, Florida. She made it. I like you when you're harder. The world loves you when you're harder. IFBB Pro League Wellness Champion. Juliana Morta. On va suivre Juliana pour sa prépa. C'est un truc qui n'aura jamais été fait en France. Suivre une athlète de ton niveau. Tout le monde parlait d'elle en disant qu'elle avait un physique impressionnant parce qu'on va dire entre guillemets, c'était la seule qui ressemblait à Wellness en France, étant donné que c'est plutôt pour les génétiques brésiliennes. C'était le début des réseaux, on n'avait pas trop de visibilité sur l'extérieur. Quand j'ai un peu explosé sur les réseaux, j'étais juste là, en train de faire ce que je faisais tous les jours. Je mettais mes entraînements, je mettais mon physique, et puis un jour j'ai mis une vidéo de mon physique, et cette vidéo-là, elle a viralisé. J'avais, je pense que 2000 followers. Le jour d'après, j'avais 10, le jour d'après, j'avais 20, et puis 50, et c'était un peu une boule de neige. Et puis, ça ne cesse de grandir. J'ai des cuisses assez balèzes, on va dire ça comme ça. Et puis c'était surtout mes cuisses, ils voyaient ça, et puis ça faisait un truc quand même. Moi qui ai déjà des grosses cuisses, même moi à côté, je me suis dit, c'est quand même balèze. Hein. Une femme m'impressionne à ce niveau-là, c'est qu'elle était vraiment très développée pour cette KT, et elle a réussi complètement. Je trouve que c'est des physiques impressionnants, c'est des athlètes de haut niveau qui vraiment dédient leur vie pour ça. C'est mon cas aussi, mais je pense que c'est vraiment des niveaux où pour le coup, il y a encore plus de discipline, il y a encore plus d'entraînement. J'ai commencé pour un but complètement esthétique, physique. Après, il y a forcément des influences. Dans mon cas, c'était le carnaval. Parce qu'en même temps qu'on parle de culture, de culte du corps, il y a des raisons. Et forcément, quand tu es un enfant et que tu vois des filles à la télévision en train de faire la samba, presque à poil, donc c'est quelque chose qui n'est pas très courant ici, mais que c'est une réalité pour nous. C'est la norme, c'est-à-dire qu'on regarde ces filles-là à la télé et puis on veut devenir un peu comme ça. C'était vraiment quelque chose que je voulais ressembler. Et du coup, j'ai été à la salle pour ça. Et à partir du moment que j'ai rentré dans la salle, c'était le vide, c'était le calme. Donc je savais que pendant 1h30, 2h, j'étais libre. Quand tu vas jusqu'à l'épuisement de ton corps physique, tu arrives quand même à accéder à une partie de toi, à une intelligence qui est en toi, qui est plus subtile. Et mes entraînements, ça a toujours été, mais jusqu'à non plus pouvoir en marcher.
Aïe. Voilà. Franchement, pensez pas que c'est que vous qui ont des moments un peu plus compliqués. Cette semaine, je travaille beaucoup. Je dors pas bien. Et pourtant, je sais que j'ai la force de faire avec 140 et plus de répétitions que ça. Donc là, j'ai fait 120. Et au bout de la 5e, j'étais quitte. Mais voilà, c'est parce qu'on n'est pas des machines. On s'est connus dans une période de sa vie pas facile, donc c'était dur pour elle de maintenir une cadence et une rigueur. La Juliana en préparation n'est pas la Juliana que j'ai connue dans l'intimité. J'ai eu, on va dire, une année compliquée en 2022 et on va dire une contre-performance à Olympia, que c'est la plus grande compétition de bodybuilding au monde. C'était pas une question physique, c'était surtout mental, mais bien évidemment, il y a un impact. Donc c'est un cercle vicieux dû à cette situation. Donc séparation, divorce, j'ai dû changer plusieurs fois de maison et ce n'est pas la routine d'un athlète professionnel. J'ai besoin de savourer cette défaite quelque part, cette contre-performance. Et puis peut-être voir mon rêve s'écrouler entre mes mains parce que je pense que là, il y a des choses qui changent quand même dans ta façon d'appréhender la vie, d'appréhender les épreuves. Et c'était le cas. Je viens d'une famille très simple, donc pour ne pas dire très pauvre. Je me souviens que j'ai déjà été partie au lit sans rien avoir à manger. C'est une enfance assez difficile parce que pour moi, avoir à manger chez toi, c'est vraiment la base, c'est le basique. J'ai grandi avec ma mère, une petite sœur et un grand frère. Par contre, on a toujours vécu avec mes grands-parents aussi. Des fois, tu as un père absent, mais il peut être quand même là, il peut... je sais pas, t'y donner un autre type de soutien. Le mien, c'est vrai que c'était assez spécial parce que déjà, il n'était pas là pour ses enfants physiquement, il n'était pas là financièrement. Et en plus, j'ai quand même des très mauvais souvenirs de la façon dont il m'y faisait me sentir. Quand on était vraiment en difficulté, on quittait la maison, moi et ma mère. Moi, j'étais petite, mais je me souviens. Elle me tenait par la main et puis on marchait, je sais pas, 1h30, 2 heures pour aller à la maison de mon père. On allait lui demander un peu d'argent pour acheter ne serait-ce que de la nourriture. Quand il ouvrait la porte, il me regardait comme si j'étais un insecte. Oui, son père, on n'entend pas. C'est comme si c'était une pièce du puzzle où c'était interdit de la toucher ou d'en parler. Voilà. Bon, je rigole maintenant parce que j'ai vraiment fait un travail là-dessus, bien évidemment, en subissant aussi les problèmes que cette relation-là, elle m'a apporté dans ma vie, clairement. À chaque fois que j'allais rencontrer quelqu'un, je cherchais pas un partenaire, je cherchais mon père, parce que j'ai pas eu. Quand j'ai compris ça, le pardon, il est venu parce que c'était pas pour lui, c'était surtout pour moi. Ça m'a énormément appris et surtout à chercher cet amour inconditionnel, à aimer quelqu'un qui m'a rien apporté. Et aujourd'hui, je peux avoir une relation complètement normale avec lui. Par contre, c'est lui qui n'arrive pas. Je pense qu'il, lui, de son côté, il a beaucoup de regrets. Ça se voit dans ses yeux. Ouais. Il y a eu énormément de moments dans ma vie où je me suis sentie complètement seule, mais je me suis toujours sentie épaulée par quelque chose d'autre. L'école à Itapajé, en fait, était très très loin. C'est une route énorme où il y avait que celle-là, en fait, pour aller en ville. Et sous le soleil de 45 degrés dans le Ceará brésilien, qui est très aride, très sec, et où il fait très chaud, elle faisait ce parcours là-dessus. Le matin, pour aller à l'école, elle revenait pour manger le midi, et l'après-midi, elle allait à ses entraînements. Donc je ne sais pas combien de kilomètres elle faisait. À l'âge de 11-10 ans, c'était son cardio. Elle ne le savait pas. Quand j'allais à la salle, j'ai oublié qui j'étais.
J'ai oublié ma vie, mes problèmes, mes difficultés. J'ai oublié les 3 heures que je venais de faire, parce que j'avais déjà fait 2 pour l'école et 1 pour arriver à la salle. J'ai oublié tout ça. Mon adolescence, en fait, c'était, je pense que c'était la phase où j'ai été le plus rebelle, je pense comme tous les ados finalement, parce que justement, t'es plus un enfant, puis tu te rends vraiment compte des enjeux et des différences. Tu vois tes copains avoir des choses et tu veux aussi. J'ai culpabilisé beaucoup ma famille de ne pas pouvoir m'y donner certaines choses. L'éducation, et surtout l'université, c'était la seule façon de s'en sortir dans la vie. Heureusement, j'ai toujours été très forte à l'école. À l'époque, il n'y avait pas de cursus supérieur dans ma ville. Et c'est là que j'ai un peu parti à l'aventure dans la grande ville pour justement essayer d'entrer dans une université et puis faire un cursus supérieur. La discrimination, elle vient surtout de ton niveau social. Quand j'ai déménagé dans la grande ville, j'avais déjà ma place à l'université, j'avais trouvé un appartement. Forcément, il faut payer et l'université et son loyer. Et du coup, j'ai trouvé cet emploi. J'étais super contente à l'époque. Ça a duré 3 mois, on va dire à mon bonheur, parce que un jour, j'arrive au magasin et puis il y a la gérante du magasin qui m'appelle. Elle dit que tous les employés actuels, ils allaient être virés. Et puis, ouais, je me souviens encore que ces jours-là, c'était vraiment le jour, je pense, le jour le plus triste de ma vie. Pour moi, c'était un peu à la fin de mon rêve de devenir une avocate et puis le rêve de la grande ville aussi. Ces jours-là, j'ai vraiment décidé que je devrais m'en aller du Brésil. C'était peut-être pas vraiment mon endroit. Je devais pas être là et plutôt ici. Juju, c'est la définition même de millions d'enfants brésiliens qui ont énormément de résilience. C'est-à-dire, ils sont dans la difficulté la plus absolue et extrême qu'on peut connaître. Et malgré ça, ils vont se lever tous les jours avec la soif de réussite. Et là-bas, c'est soit tu gagnes, soit tu gagnes. Tu n'as pas le choix. J'arrive en Espagne le 29 mai 2015 et je monte sur Paris. J'étais dans un bus, toute seule, en train de traverser l'Europe. J'avais l'espoir ça allait être ma nouvelle vie, un changement complet. Je vais chez la maison de la tante de mon ex-petite amie, une dame vraiment géniale, elle m'a énormément aidée. Elle avait un petit restaurant brésilien, donc du coup, je l'aide un peu dans le restaurant. Elle ne me demandait rien, c'est-à-dire que quand elle faisait à manger pour ses enfants, elle faisait pour moi aussi, et j'étais un peu gênée quand même. Je divise une chambre avec son fils, donc déjà, je ne me sentais pas à l'aise. Tu n'es pas chez toi, tu es une femme, tu es jeune, et puis tu partages la chambre avec un garçon qui est un ado, qui veut aussi peut-être son espace, qui n'a rien demandé. C'était pas évident au début. J'étais arrivée peut-être 1 mois. Et puis, j'ai reçu un appel de mon petit ami. Et en fait, il m'appelle pour m'annoncer que c'était fini entre nous. Elle est arrivée, son copain lui a largué, et puis elle s'est retrouvée du jour au lendemain toute seule. Et là, c'est vrai, je me souviens, c'était un coup très dur parce que j'étais dans un autre pays, sans parler la langue, dans une famille qui n'était pas la mienne. J'ai eu énormément peur de savoir s'ils allaient encore m'accepter. Après, la chance, c'est que sa tante, c'était vraiment quelqu'un de formidable parce qu'elle m'a permis de rester chez elle. Elle m'a vraiment accueillie comme une fille, finalement. Les premiers mois, ça a été extrêmement stressant. J'appelais constamment ma mère en pleurant. J'ai le visa, comment on appelle, le visa tourisme. Voilà, je peux rester en France pendant 3 mois. C'est tout. Et puis après, t'es en une situation illégale. J'étais constamment dans un état de stress, même quand je sortais dans la rue, parce que
Une femme seule, elle est presque une proie, peu importe où elle est. La peur de ma vie, c'était de faire une mauvaise rencontre. Je lui dis, viens, on habitera ensemble dans un 12 mètres carrés. Donc on dormait l'une sur l'autre, par terre, voilà. J'avais essayé de trouver un travail comme serveuse dans des bars et restaurants portugais. Les 2 fois où j'ai essayé de travailler dans un restaurant, le 3e jour, le patron, il a essayé d'investir sur moi, de m'y toucher. Et puis, c'est là que tu te dis, une Brésilienne sans famille, sans papier, qui ne parle pas la langue. T'es clairement une cible. J'évitais vraiment de sortir, c'est-à-dire que je sortais pour aller à la salle. On a trouvé une salle de sport. À l'époque, c'était au 17e, donc c'était à Clichy, place de Clichy. J'ai continué la musculation normale et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà un physique extrêmement différent. Des cuisses musclées, vraiment en bas du corps bien développé. Et c'était pas quelque chose qui était normal dans les salles de sport en France. You look so small, bro. Thank you, bro. Nice to meet you. La force physique, en fait, elle a toujours été vraiment associée au masculin. Il suffit de regarder, par exemple, de même très très loin en arrière, et notamment les statues de l'Antiquité grecque, pour se donner une idée. Il y avait ce qu'on appelait le kalos kagatos, c'est belle et bon. Donc il y avait cette idée de la beauté physique, de la perfection physique, et en même temps de l'intelligence, la bonté morale aussi. Cette idée que si les corps étaient aussi dessinés, c'était parce qu'on était dans la maîtrise de soi, la maîtrise des pulsions, la maîtrise de l'intelligence, la maîtrise de tout. Cette force physique est associée à un autre mot qui est la virilité. Là où le corps féminin, par exemple, et notamment dans l'Antiquité, on était plus sur des formes dites plus féminines, et on va retrouver un peu plus de ventre, un peu plus de fesses, qui étaient associées au féminin. Dans les années 70, 80, même 90, on va retrouver l'arrivée de personnages très imposants. On pense évidemment à 2 acteurs phares de cette période qui sont Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. La femme à côté était soit l'objet, même parce que c'était carrément un objet par moment, de désir, soit la compagne intelligente mais qui n'avait Dieu que pour le héros. On avait quand même un personnage qui était très à côté et qui servait finalement de faire valoir littéralement à ce héros pour compléter tout son arsenal viril. Dans leur conquête de l'égalité des droits avec les hommes, les femmes viennent de s'attaquer, avec un certain succès d'ailleurs, à un domaine qui pourra peut-être vous faire sourire, le culturisme, la gonflette si vous préférez. À l'époque, une femme qui faisait la musculation, elle veut se transformer en homme. Et puis, il y avait cette idée-là aussi. Oui, je veux pas trop muscler, sinon j'ai pas envie d'avoir des gros biceps, mais ça n'arrivera jamais. On appelait ça des jambes de footballeur, c'était très, très, très mal vu. Hier, les haltères rebutaient les femmes. Le simple mot musculation les horrifiait. Mais voilà, le culturisme a fait école et elle manie aujourd'hui les poids avec une aisance et une technique remarquables, sans craindre le ridicule, sans craindre de passer pour des femmes à barbe. Les femmes, il y en a énormément aujourd'hui. Je pense qu'avec les cours collectifs aussi, ça représente facilement en fonction des salles, mais ça peut être un bon 50-50. Elles font des exercices de base, chose que maintenant je remarque que les hommes ne font plus. Les femmes font du squat, elles font du soulevé de terre, des tractions, elles font du développé couché. Elles se développent bien, elles ont capté ce qui était bon pour elles, entre guillemets. Et je trouve que les femmes sont beaucoup plus investies. Elles ont une détermination un peu plus poussée que nous. Parce que nous, ça peut être juste pour les copains. Elles, c'est plus mental. À l'époque, on payait, je sais pas, ça pouvait être 90 €. C'était très cher. Les salles de sport, à part que les salles de quartier qui n'étaient pas chères. Maintenant, on trouve des abonnements à 20 €, limite bradés, ce qui fait que les gens viennent pour consommer et puis s'en vont. Donc ça fait pas mal aussi de masse dans des salles. On se croit dans une gare. Chez les jeunes, ça s'est énormément développé. Tu as juste à voir que le premier youtubeur en France, c'est Thibaut InShape. C'est quelqu'un qui, à la base, vient de la musculation. C'est le youtubeur et l'instagrammeur le plus suivi en France. Donc ça veut tout dire. Et le public dans les salles, il a totalement changé. Tu as énormément de jeunes, que ce soit des garçons, des filles, qui font de la musculation dans le but de devenir comme Thibaut InShape, comme Juliana, etc. C'est bien évidemment le phénomène de mode, le fitness est en train d'exploser en France, mais il y a aussi cette question d'avoir confiance en soi. Et du coup, on veut changer notre image extérieure.
Je me suis inscrite avec une amie parce que forcément, on démarrait un peu toutes les deux, on ne connaissait pas les machines ni l'exactitude des mouvements, etc. Donc c'est vrai que c'était plus rassurant d'y aller à deux, surtout que c'était des salles très commerciales où il y avait beaucoup de monde, forcément beaucoup d'hommes, etc. Donc c'était plus rassurant d'y aller à deux aussi. C'est à nous de nous tenir. Hein. On peut regarder, on a des yeux, mais on n'a pas à importuner la personne et venir lui parler pendant qu'elle pousse. Moi, j'ai déjà vu ça. Une femme est en train de faire du squat, mais sur machine, et il y a un mec qui vient et lui parle pendant son exercice. Il peut y avoir un peu des commentaires ou un peu le fait de ne pas se sentir à sa place ou un peu de drague, etc. Après, je pense qu'il faut vraiment rester concentré sur ce qu'on fait et de vraiment essayer d'ignorer un peu tout ce qui se passe autour. Mais il y en a partout. C'est pas spécifiquement dans les salles de sport. À part 2-3 commentaires déplacés, négatifs, mais pas vis-à-vis du fait que je sois une femme, vis-à-vis du fait que je me préparais pour une compétition, c'est des avis sur le physique que j'avais, comme quoi il ne serait jamais assez compétitif parce que j'étais pas faite pour ça. Je pense que c'est encore plus difficile quand tu es une femme parce que le regard des autres est plus difficile à vivre, je pense, que quand tu es un homme, parce que les réflexions sont pas les mêmes, la mentalité n'est pas la même. Au quotidien, ça ne doit pas être forcément évident parce que déjà en bikini, on a un petit peu de commentaires, mais je pense que dans des catégories où forcément c'est plus musculaire, il doit y avoir encore plus de commentaires malveillants sur ces personnes-là. Quand on regarde les mains, on ne dirait pas les mains d'une fille. C'est devenu intraitable. C'est les marques des batailles. Quand tu as un physique comme ça, il faut assumer. Et oui, je me suis déjà sentie très mal à l'aise. Oui, j'ai dit parce qu'à un moment donné, ça me touchait. Le regard des autres femmes vis-à-vis d'elle qui a choisi un métier qui était, à l'époque, psychologiquement non acceptable par les autres femmes parce que trop musclée. C'était la bikini qui était la déesse au pouvoir et on va dire qu'elle arrivait vraiment imposante avec tous ses muscles. Ça a fait un peu peur, mais finalement, c'est ce qui a marché. Ne pas apprécier, c'est pas ton goût personnel et on va dire le manque de respect et aller jusqu'à agresser quelqu'un, c'est une autre chose. Je voulais ces corps. Donc, peu importe ce que les gens vont dire. Des fois, quand je voyais un petit groupe de femmes et elles allaient me regarder, elles allaient s'y moquer, mais rigoler même comme ça devant moi, ça dit plus sur elles que sur moi. Dans les années 2000, 2010 particulièrement, on a vu arriver aussi des personnages féminins héroïnes. On pense par exemple déjà à une Angelina Jolie quand elle fait Tomb Raider, à Lara Croft. Mais là, physiquement, on va retrouver autre chose. C'est-à-dire que déjà, c'est des personnages qui doivent en permanence s'émanciper par rapport à des hommes. Mais en plus, c'est des physiques inatteignables. C'est-à-dire avec une forte poitrine, des bonnes hanches et une toute petite taille. C'est très difficile à avoir. Donc en fait, on reste quand même dans l'ordre du fantasme. On reste encore dans l'ordre de quelque chose qui est aussi très sexualisé, qui est quand même très dessiné aussi pour plaire avant toute chose. Il faut qu'elle reste féminine. Dans les pubs de bus ou qu'importe, on nous montrait des femmes sveltes, assez minces, c'est à la mode, c'est des critères. Donc on avait déjà un placardage, on va dire, on matraquait déjà avec un physique. Quelqu'un de gros n'était pas montré. Il y a beaucoup d'athlètes dans le bodybuilding qui ont une fausse poitrine, une poitrine refaite. Moi, j'ai aussi eu recours à une chirurgie esthétique au niveau de la poitrine. Avec la sèche, forcément, vu que la quasi-totalité de la poitrine, c'est du gras, ce gras part. Mais quand ce gras revient après les compétitions, il ne se remet pas forcément en entier. Ça inclut également le visage. Pour certaines d'entre elles, ça a vraiment un but esthétique pour elles-mêmes, parce que sur scène, ce n'est pas pris en compte. Peut-être dans la tête de l'athlète, elle se sent plus féminine, ce qui est tout à fait possible, mais je trouve que des prothèses sur un physique qui se masculinise un petit peu, ça fait encore plus étrange. Ça n'engage que moi, à partir du moment que, pour moi, je suis plus féminine à cause de la muscu, à ces moments-là, je peux freiner un peu. Mais pour moi, être sexy, c'est être musclé. Après, je ne me considère pas très musclée. Peut-être parce que c'est normal pour moi. Quelqu'un de très musclé, faut y aller. Être en France, c'était une chance pour moi dans le sens où j'ai beaucoup grandi en tant que femme
C'était ici que je suis devenue une femme. C'est ici que j'ai payé mes impôts, que j'ai acheté les premières choses pour moi. Ça m'a permis de changer ma vie, de changer la vie de ma famille. Au niveau, c'est pratiquement synonyme de blessure, de douleur, de s'entraîner avec des inconforts. La blessure emblématique de la musculation, c'est l'arthropathie acromioclaviculaire. Lors d'un développé couché, l'omoplate vient écraser la clavicule jusqu'à user le cartilage et détruire l'os sous-jacent. D'autres blessures sont caractéristiques. Le tendon de l'épaule, on parle de la coiffe des rotateurs lors des exercices où on soulève les coudes au-dessus des épaules. On a aussi l'usure de la rotule lors des squats profonds. Le cartilage est abrasé, irrité. Il existe aussi des lombalgies, des hernies discales lors des soulevés de terre, particulièrement lorsque le bas du dos est mal verrouillé et qu'on souhaite bosser les fessiers. Je prends des protéines en poudre, bien évidemment. La créatine, il faut savoir que la créatine, c'est l'un des compléments alimentaires qui possède le plus de recherches et d'études pour prouver son efficacité. C'est un complément alimentaire formidable que je prends tous les jours. Après, je prends tout ce qui est vitamines, minéraux, quelques compléments pour la santé de mes articulations. Mais sinon, complément alimentaire, il n'y a absolument rien à voir avec les produits dopants, par exemple, que c'est un autre sujet quand on parle du haut niveau. Chez l'être humain, il y a du gras. C'est normal. Chez les garçons, il y en a environ 15% de la masse corporelle. Chez les filles, 25%. C'est essentiel pour mener à bien une grossesse suivie de l'allaitement. Lorsque le tissu adipeux manque chez la femme, le cycle menstruel et les ovulations s'arrêtent. À partir de 20% de masse grasse, il y a déjà des irrégularités. En dessous de 16%, il n'y a plus jamais de cycle. Je fais 1m56. Je peux monter sur scène avec 158 kilos et 6% de body fat, que c'est le taux de matière grasse dans le corps. Donc c'est extrêmement faible. Lorsqu'on est à 6% et que les hormones ne sont pas sécrétées par le corps, mais qu'on garde une masse musculaire énorme comme ça, on est en droit d'envisager un apport extérieur d'hormones. Le plus simple, chez la femme, c'est la pilule. Ça permet de pondérer les effets délétères de la minceur. Et après, pour prendre de la masse musculaire, on peut imaginer des cocktails différents. Il y a des méthodes qui vont surpasser les méthodes classiques. Après, c'est des risques que les athlètes prennent. Mon niveau musculaire aujourd'hui, il ne dépend pas des produits. Par contre, la forme physique que je vais afficher sur une compétition, oui, parce que là, on parle d'un physique extrêmement massif, extrêmement volumineux, avec un taux de matière grasse qui, pour une femme, n'est juste pas atteignable naturellement. C'est déconseillé à toutes les femmes. Ça n'existe pas. Ce n'est pas physiologique. La nature nous a conçus autrement. Pour les personnes qui veulent quand même faire des compétitions de bodybuilding en étant naturel, il y a les fédérations qui sont spécialisées. Et là, c'est très contrôlé. Hey guys, the big day has arrived. So I'm here at Hilton and I'm going to do my check-in. Look at it, how beautiful it is. Só vai dar Brasil, com certeza. Ele é muito Quand on fait une compétition de bodybuilding, il faut savoir qu'on est tanné, on
on a un bikini, on est maquillé, coiffé, on a des bijoux, manucure et des talons. Et sur scène, en fait, nous devons effectuer 2 rounds. Un round de comparaison. Les filles se présentent par ligne de 5 devant les juges. Une fois que c'est fait, elles se mettent sur le côté et la ligne de 5 suivante, et la compétition peut durer comme ça 15 minutes. Une fois que toutes les filles sont passées, il y a un deuxième round. Ça s'appelle la routine. Chaque athlète va devoir se présenter de manière individuelle devant les juges et effectuer un posing assez libre où on place nos meilleures poses des comparaisons. Si on prend une pose de face, il faut montrer l'angle de sa taille la plus fine. Un fessier rebondi, mais pas trop. Il faut que ça colle au niveau du patron des juges. C'est-à-dire montrer trop de fesses, c'est pas bon. Montrer pas assez de fesses, c'est pas bon. Donc c'est très précis. Il faut vraiment rentrer dans une sorte de calque et essayer de se rapprocher au maximum de la perfection selon les juges. Jujuba Fit, c'est un petit surnom que j'ai gagné quand j'étais enfant. Jujuba, c'est un petit bonbon qu'on a au Brésil. Il est trop sucré, donc trop calorique. C'est pas du tout diète. Et puis mes copines, elles avaient l'habitude de m'appeler Jujuba Fit. C'est-à-dire que c'est une jujuba qui est sucrée, mais qui n'a pas de calories. Il n'y a pas trop de gras dedans. Concernant mon régime alimentaire, quand je suis en préparation, c'est-à-dire ma diète, il n'y a pas énormément à dire parce que c'est tellement basique. Je passe des mois et des mois en mangeant exactement la même chose. Le matin, je vais manger de l'avoine avec des blancs d'œufs et peut-être un œuf entier. Puis, c'est que du riz et poulet, poisson blanc, haricots. C'est plus simple, c'est le basique, ça me prend moins de temps aussi. Quand tu fais du bodybuilding, l'alimentation, c'est un autre stade que quelqu'un qui veut juste perdre du poids ou prendre du muscle. Il faut bien comprendre que c'est vraiment 2 univers différents. C'est pas qu'on mange des choses totalement loufoques. C'est qu'on va beaucoup plus loin dans le détail, mais comme dans tous les sports de haut niveau et les sports extrêmes. Elle va jamais faire un écart. C'est assez impressionnant à voir. Tous les jours, la même chose, pendant un an entier. On a vraiment besoin d'un cadre, on a besoin d'une routine extrêmement stricte. En général, j'ai 6 repas par jour, mais en fait, ça reste des petites portions. Et c'est surtout des protéines. Et là, c'est parti pour 50 minutes. Voilà, on est bon. Lorsque tu veux atteindre un niveau de sèche qui est très bas, ça te demande d'avoir ce qu'on appelle un déficit calorique qui est très bas aussi. C'est-à-dire que c'est une balance entre ce que tu dépenses par jour de calories dans l'activité et ce que tu consommes. N'importe qui peut s'imaginer ce qu'on ressent quand on a faim, quand on est fatigué, quand on est irritable. À un certain stade, tu es comme ça tout le temps. Donc ça joue bien sûr sur le sommeil, ça joue sur la libido. Tu n'as plus du tout envie d'avoir une vie sexuelle, tu as envie de manger un hamburger, des pizzas ou des choses comme ça. Voilà, ça passe vraiment, tout passe au second plan. Et tout ce qui compte, tout ce qui est dans ton esprit, c'est cette envie de te reposer, de manger, d'en finir. Un bon foie gras avec du pain d'épices. C'est ça que je fais après chaque compétition. Et une bonne baguette avec du fromage. La nourriture française, quoi. C'est là où on dit que c'est un sport où tu ne réussis pas si tu n'es pas passionné. Et qu'à partir du moment que tu dis « je suis en prépa, je vais aller dans le haut niveau », tu dois faire des sacrifices. Déjà physiquement, tu n'as pas d'énergie. Tu es privé déjà de la nourriture, que c'est une façon simple et rapide d'avoir du plaisir immédiat. Mâcher et se socialiser autour de la nourriture. C'est un acte
alimentaire, mais aussi nourrissant. Nourrissant en termes de calories, mais en termes de lien social. De plus en plus, j'ai des amis qui sont un peu que dans la musculation, pas forcément qui concourent. Après, je garde quand même beaucoup de contacts avec soit des anciens collègues ou des choses comme ça, mais il y a toujours un petit peu un décalage entre mon mode de vie et le leur, quoi. Avec Juliana, on se connaît depuis bientôt 8 ans, donc ça fait bien longtemps qu'on se connaît. On s'est croisés par hasard aussi dans une compétition qu'on ne concourait pas, et donc depuis on est des amis. Avant, on se renseignait où? Dans des magazines. On devait aller chez le libraire, acheter Muscle & Fitness ou voilà. Moi, je me documentais sur Internet, sur des blogs américains. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on tape, je sais pas, moi, n'importe, un nom au hasard, avec fitness au bout. On va tomber sur un gars qui va te montrer tout ce qu'il y a à faire. Même des choses improbables. Donc oui, ça a totalement changé la donne, les réseaux sociaux. En bien et en mal. Ça a amené du plus dans certains domaines. Ça a vraiment rebattu les cartes et ça donne sa chance à tout le monde. Mais ça peut aussi être dangereux. Donc le plus important pour moi, c'est pas d'écouter ce qui est dit, mais c'est de regarder avant tout qui le dit. La remarque que j'avais tout le temps quand je faisais du contenu que je créais moi, c'était vous vous contredisez tous. Parce que c'est vrai que tu as plein de sons de cloche différents, parce que tout le monde a sa parole, c'est un peu comme en politique ou dans d'autres domaines, et les gens sont perdus en fait. Moi je suis pro, j'ai une double licence donc, de body et de classique physique. J'ai gagné 0 argent, de par la Fédé. Mais là où on gagne, c'est au niveau des sponsoring. Donc au final, on finit quoi? Influenceur. Être bodybuilder à notre époque, ça peut rapporter énormément d'argent. Tu as juste à voir des gens comme Jay Cutler, Chris Bumstead, Ronnie Coleman, qui sont millionnaires parce qu'ils sont intelligents. C'est-à-dire qu'autour du bodybuilding, ils ont construit une marque de compléments alimentaires, des vêtements, ils vendent des programmes. Et en fait, grâce aux réseaux sociaux, tu construis autour de ton image un business. Et quand tu fais ça, c'est jackpot. Aujourd'hui, c'est principalement le coaching online et la vente de produits online qu'aujourd'hui je vis complètement dans mon Instagram. J'ai mes clientes en personnalisé et ça aussi c'est une chance parce que je peux travailler n'importe où dans le monde et ça me permet aujourd'hui de mener une vie que j'ai toujours voulu finalement. Et ça, il n'y a pas de prix. J'étais à Dubaï avec mon sponsor, j'étais en Allemagne, en Norvège, j'étais en Indonésie, à Singapour. J'ai cette liberté, cette flexibilité de travailler où je veux et quand je veux. Amazing because I have been following those ladies for a lot of years, so it's like I don't know, meet old friends in a way. Para as meninas que têm dificuldade em ativar o glúteo, façam isso no primeiro exercício. Vocês vão ver. Já. On va faire une petite technique ici. C'est pas sur l'exercice en lui-même, c'est après. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas faire 15 répétitions maintenant, avec 2 secondes de contraction. Et quand tu vas sortir de la machine, tu vas rester 30 secondes comme ça. Ok. Je veux voir ta technique. Ok. Wellness. Yes! Quelle question! Wellness, of course. Même si tu voulais être bikini, il fallait te couper en 2. J'ai des épaules larges, des hanches larges. Ouais, non, t'as du volume. Concernant les réseaux sociaux, moi j'ai une entre guillemets communauté, j'ai pas non plus énormément d'abonnés, mais j'ai vraiment des gens qui sont très bienveillants. Après c'est plus sur des reportages où par exemple j'ai Facebook qui avait fait un article sur moi et qui avait fait des millions de vues et en fait dans les commentaires les gens sont vraiment sans filtre et ou vraiment descendent entre guillemets, enfin sont vraiment c'est de la méchanceté vraiment gratuite. Ça m'a jamais vraiment touchée puisque la quantité de commentaires bienveillants ont toujours été supérieurs. Mais sinon, c'est toujours la même remarque. Il faut que tu arrêtes, sinon tu vas ressembler à un homme. Quelque chose comme ça. Il disait que soit j'étais anorexique, soit que j'avais un visage d'une femme de 50 ans, soit que j'étais totalement refaite, soit que le bikini, c'était pas du bodybuilding.
t'es moche les muscles pour une femme. C'est le commentaire classique. Une femme ne devrait pas s'entraîner. Quel que soit le chemin qu'une femme décidera d'avoir pour son corps, il y aura une critique. Do it. Do it now. Les deux grosses compétitions à ne pas louper, c'est vraiment l'Arnold Classic et puis l'Olympia, quoi. Mais Arnold, c'est d'autant plus sélectionné parce que déjà pour y accéder, tu dois être invité obligatoirement. Fin 2023, j'ai eu la merveilleuse surprise d'être invitée. J'ai vu ma photo là-bas avec mon nom. Bon, c'était quand même quelque chose. This has been the most successful Arnold's Classic. I was born a bodybuilder, and I will die a bodybuilder. Depuis 2022, j'ai fait Olympia et depuis, je n'avais plus fait de compétition parce que voilà, c'était une période assez compliquée de ma vie. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de revenir? Est-ce que je serais capable de ressortir en physique comme j'ai pu faire par le passé? J'avais besoin de me prouver qu'après une chute, on peut y revenir même plus forte parce que après ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup douté de moi-même, j'ai douté de ma capacité à revenir. Le plus sérieux, c'est quand toi, tu doutes de toi-même. Voilà, j'ai réussi à mettre des choses en place, à organiser ma vie tant bien que mal, la vraie vie, quoi. J'ai fini deuxième. Et en fait, quand je me suis vue sur cette scène avec un tel physique tellement impressionnant, même un physique plus impressionnant que la gagnante, je me suis dit, en fait, j'ai tout gagné. Je peux finir ma vie en disant, j'ai pu serrer la main d'Arnold Schwarzenegger. J'ai pu être en face de lui parce que même dans les coulisses, avant de monter sur scène, j'étais la numéro 1 à entrer. Et il était là, assis devant moi. De temps en temps, il me regardait. C'est quelqu'un qui a réussi dans le sport, c'est quelqu'un qui a réussi dans la politique, dans le cinéma, dans les arts. C'est un grand exemple de quand tu as un objectif, tu peux y aller. Surtout tu crois en toi et que tu ne te laisses pas porter par les voies extérieures. I'm looking for the next book, the next movie, the next TV series, the next Arnold Classic Sports and Fitness Festival, which we're gonna have in England. Ils ont énormément de ressemblances, c'est affolant. Il vient aussi pareil d'abandon de père, alcoolique, qu'il battait, et ainsi de suite, d'une village très pauvre. Et il s'est battu, il est arrivé dans une grande mégalopole gigantesque où il n'a rien lâché jusqu'au bout du bout. C'est le père, entre guillemets, de mon sport, de cet sport qui m'a tout donné, qui m'a donné tant de joie, des fois tant de frustration, tant de douleur, tant de doute, mais qui m'a tout donné finalement. Ces moments-là, il restera gravé dans ma mémoire. Vivre la vie que j'ai vue aujourd'hui, c'était des choses qui ont toujours été dans mon esprit. J'avais constamment l'habitude de penser à ça et de visualiser ce que je voulais. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix d'autre que se battre, en fait. Ce qui m'enchante dans cette petite de 12 ans, c'est qu'elle se voyait déjà aujourd'hui. Parce que c'est une petite que j'aime énormément et on a une connexion très grande. Mais au-delà de ça, c'est son côté humain qui me plaît beaucoup parce que c'est quelqu'un d'extrêmement humain. Je le souhaite de tout mon cœur qu'elle soit pleinement heureuse, épanouie et surtout qu'elle puisse arriver à la fin de son parcours sans aucun regret. Il y a un côté spirituel très évolué chez Juju et c'est sa quête ultime. On pourrait croire que c'est le body, mais ce n'est pas le body, c'est le côté spirituel. Je ne sais pas vraiment comment les gens appellent. J'ai déjà appelé Dieu, des fois j'appelle l'univers. C'est une énergie. Il y a quelque chose vraiment beaucoup plus puissant et intelligent que nous.